Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, HABG, a reçu lundi 7 octobre 2024 en audience au siège de l'institution à Abidjan-Cocody une délégation du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption venue s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la corruption. Ouverture à Abidjan d'un atelier de formation en faveur de 10 agents du Programme national de nutrition sur l'analyse des données de nutrition et la production de rapports périodiques sur la situation nutritionnelle. Les secrétaires régionaux et coordonnateurs du syndicat national des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire renforcent leur capacité à Abidjan dans un atelier organisé par le syndicat. Dans la cour du lycée moderne Konankami d'Adiaké, des élèves reçoivent des récompenses. Des kits scolaires et des ordinateurs leur sont remis par l'amicale Yebouka Yeon qui récompense les résultats des meilleurs élèves de l'année scolaire 2023-2024. Merci de rester fidèles aux éditions de l'information sur la chaîne panafricaine. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Ouvrons l'actualité de ce jour par cet élément de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, HABG, qui reçoit une délégation de l'Union africaine. Dans sa lutte pour un continent plus intègre et transparent, l'Union africaine a mis en place un mécanisme de suivi, le Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption, chargé d'évaluer la mise en œuvre de la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption. Ce Conseil veille à ce que les États membres respectent leur engagement pour bâtir une Afrique débarrassée de ce fléau. À ce sujet, la Côte d'Ivoire reçoit du 7 au 10 octobre une délégation de ce Conseil avec à sa tête la présidente du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption. Ils ont été reçus ce lundi 7 octobre en audience au siège de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Plus de détails avec Amiko Robara. C'est ici, à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, que commence la mission du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption. Une délégation de 5 personnes conduite par la présidente du Conseil, Seina Boundiaï Diakate. Après la cordiale bienvenue souhaitée et la présentation des missions de la HABG, présentée par son président à la délégation de l'Union africaine contre la corruption, place aux objectifs de cette rencontre. La Côte d'Ivoire ayant ratifié la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption le 14 février 2012, se soumet volontiers à cet exercice auquel elle adhère pleinement. Ainsi, à compter de ce jour et jusqu'au 10 octobre 2024, la mission procédera par entretien, séance de travail, conférence, débat, atelier et consultation de documents pour évaluer l'état de mise en œuvre par la Côte d'Ivoire de la Convention de l'Union africaine. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les évaluateurs, vous pouvez être rassurés que les services de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance sont instruits pour vous accompagner dans l'exécution de l'agenda de votre mission en Côte d'Ivoire, mission qui vous permettra d'identifier les avancées en matière de prévention et de répression de la corruption, mais également des défis à relever dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention. Prenant la parole, la présidente du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption a salué les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la corruption et donné le déroulé de leur mission en Côte d'Ivoire. Notre mission d'évaluation a pour objectif fondamental, vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'examiner la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Ce traité que la République de Côte d'Ivoire a signé le 27 février 2004 et ratifié le 14 février 2012 représente, vous l'avez également rappelé tout à l'heure, un cadre juridique essentiel pour lutter contre les pratiques corruptrices
et promouvoir la transparence et l'intégrité. La délégation du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption a exprimé sa gratitude à la République de Côte d'Ivoire pour l'acceptation de cette mission d'évaluation qui prendra fin le 10 octobre prochain avec la prise en compte des défis à relever et des recommandations. Ouvrons la page santé de cette édition. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le programme national de nutrition et la direction de l'information sanitaire, a organisé un atelier de formation en faveur des 10 agents du programme national de nutrition sur l'analyse des données de nutrition et la production de rapports périodiques sur la situation nutritionnelle. Cette session de formation qui a démarré le 30 septembre s'est achevée le 4 octobre dernier et vient renforcer les compétences des agents à la conception de tableaux de bord sur la situation nutritionnelle en Côte d'Ivoire à travers 2 outils importants, lesquels outils sont rappelés dans ce reportage de Michel Brou et Valentin Kra. Ce sont des responsables du programme national de nutrition et de la direction de l'information sanitaire aptes à faire un usage efficient sur l'analyse des données de nutrition et la production de rapports périodiques sur la situation nutritionnelle. Pendant 5 jours, ces auditeurs ont été instruits à l'utilisation des outils de collecte et d'analyse de données tels que Kobo Toolbox et Microsoft Power BI. Cette initiative de collaboration du ministère en charge de la santé et ses partenaires, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation mondiale de la santé, marque leur engagement à soutenir la Côte d'Ivoire dans l'atteinte de ses objectifs en matière de nutrition d'ici 2025. Ces 2 projets jouent un rôle majeur et précurseur pour améliorer les données de nutrition et la génération des évidences pour la prise de décision en Côte d'Ivoire. Aux récipiendaires, félicitations pour cet honneur bien mérité. Votre engagement envers l'excellence et votre dévouement indéfectible au renforcement du système d'information nutritionnelle sont remarquables. Aujourd'hui, nous avons poussé loin en formant donc, les experts au niveau national en vue de pouvoir, donc, à partir des données générées au niveau donc, des centres de santé, les analyser, élaborer des cartographies, pouvoir prendre la décision. Voilà, pour aider les prestataires dans leurs pratiques de tous les jours. Voilà un peu le sens de cette cérémonie. Pour nous, elle est importante parce que nous voulons mettre au cœur de notre décision la gestion des données de nutrition. Parce qu'elle nous permet donc de planifier nos formations, le renforcement des capacités des acteurs, d'identifier les zones de vulnérabilité et de prendre les actions nécessaires. Dans ce même élan, le responsable du Centre de recherche et d'innovation pour le développement humain a indiqué la portée de cette formation à la création d'un pool d'experts capables de concevoir des questionnaires de collecte de données, de les analyser et de produire des tableaux de bord sur la situation nutritionnelle ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir participé à cet atelier de formation et d'avoir administré complètement cette formation qui va permettre au niveau du gouvernement, au niveau surtout du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, de pouvoir disposer d'un levier d'experts en collecte, analyse et visualisation des données sur Power BI. Le projet de renforcement du système d'information en nutrition a démarré en 2020 et bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne à travers l'assistance technique de l'OMS et l'UNICEF. On reste en santé. Le Centre suisse de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire et ses partenaires suisses et ghanéens ont lancé le lundi 7 octobre 2024 à Abidjan un projet collaboratif dans le domaine de la recherche en santé. Ce projet intitulé « Renforcement des capacités institutionnelles pour des partenariats de recherche en santé entre la Suisse et l'Afrique de l'Ouest » vise à développer une approche standardisée de la gestion de la recherche au sein des institutions partenaires du projet. D'une durée de 4 ans, ce projet est financé par la Fondation Velux. Konena Nourgo et Richard Akeke ont suivi pour nous le démarrage de ce grand projet. Voici leur compte rendu. Conformer la gestion de la recherche à un standard unique au sein des institutions suisses et ouest-africaines, c'est un rêve en passe de devenir une réalité. À travers le projet de renforcement des capacités institutionnelles pour des partenariats de recherche en santé entre la Suisse et l'Afrique de l'Ouest,
le Centre suisse de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, le Noguchi Memorial Institute for Medical Research du Ghana et l'Institut tropical de la santé publique suisse veulent ainsi expérimenter cette nouvelle approche standardisée de la gestion de la recherche entre la Suisse et l'Afrique de l'Ouest. Une volonté traduite en action ce lundi 7 octobre 2024 par ce premier atelier entre les trois partenaires, marquant ainsi le début officiel de ce projet collaboratif. Ces trois institutions travaillent ensemble depuis très longtemts. Le Swiss TPH est le leading house du centre suisse. Donc ce sont des institutions qui se connaissent. Et donc nous, on est dans la continuité de cette collaboration-là. L'objectif, vraiment, c'est pour pouvoir mieux collaborer, il faut qu'on ait des bases communes. Et souvent, on a des difficultés dans nos collaborations parce que chacun a des procédures différentes. L'objectif vraiment de ce projet, c'est d'harmoniser les choses, d'être au niveau des standards internationaux qui sont attendus et nous faciliter en fait la collaboration. Travailler ensemble, c'est absolument important parce que ces jours-là, on ne peut pas faire un projet de la santé publique ou bien de la santé mondiale sans travailler ensemble avec d'autres organisations, d'autres universités, d'autres centres, d'autres health posts. L'objectif des formations des formateurs, c'est de renforcer la capacité des institutions en local, parce qu'on fait venir les formateurs de l'extérieur et on ne peut former qu'un certain nombre de personnes. L'objectif pour ces formateurs, c'est d'ensuite partager l'information qu'ils auront obtenue tout au long de cette formation, non seulement avec leur institution, les autres managers de la recherche, les autres chercheurs qui sont dans chacun de ces centres de recherche. Durant 4 ans, les trois partenaires ivoiriens, ghanéens et suisses vont donc travailler de concert pour la mise en place de solides structures de gestion de la recherche en santé. Le projet ICS West Africa permettra donc de développer des procédures standardisées et former les formateurs, promouvoir le transfert de connaissances en matière de la recherche, mettre en réseau les chercheurs et institutions, et développer la recherche en ophtalmologie. Un projet assez porteur pour le Centre suisse de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire qui a abrité cet atelier. Le Centre suisse est caractérisé par un mode de financement qui fait qu'il dépend à 70% sur des fonds compétitifs pour son budget de fonctionnement. C'est-à-dire que pour nous, la compétitivité n'est pas une option. Il faut absolument que nos chercheurs soient aguerris, qu'ils soient dans des réseaux, qu'ils soient dans des consortiums et qu'ils y soient pas pour faire figure de figurants, mais pour être effectivement en ligne de front. Et donc le renforcement des capacités est crucial à cette fin. Financé par la Fondation Velux, le projet de renforcement des capacités institutionnelles pour des partenariats de recherche en santé entre la Suisse et l'Afrique de l'Ouest prendra fin en 2027. L'actualité en éducation, les secrétaires régionaux et coordonnateurs du syndicat national des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire, SNEPSI, renforcent leurs capacités depuis ce mardi 8 octobre 2024. C'était au cours d'un atelier de formation organisé par l'organisation syndicale en vue de permettre à ses membres une meilleure gestion de leur rôle et une contribution active au développement du système éducatif ivoirien. Walter Kofi, Richard Akeke. Après les femmes, les directeurs d'école, c'est le tour des secrétaires régionaux et coordonnateurs du syndicat national des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire, SNEPSI. Ils sont une trentaine venus de diverses localités du pays pour participer à cet atelier de formation. Au programme, des modules tels que le rôle du secrétaire régional, mais surtout ceux pour la maîtrise des outils du syndicalisme. Un aspect auquel tient le secrétaire général national du SNEPSI, à un moment où des violences sont déplorées dans d'autres organisations. Il est temps de parler de formation. Écoutez, nous avons décidé d'organiser cette formation à l'endroit de nos secrétaires régionaux et de nos coordonnateurs régionaux également, pour donner, pour échanger, pour partager avec eux l'importance du syndicalisme. Parce que c'est une école, le syndicalisme. On ne s'improvise pas syndicaliste. On apprend, on devient syndicaliste. Et depuis notre accession
à la tête de cette structure syndicale, nous avons créé un institut de formation syndicale. Et cet institut est dirigé par un monument, par un ancien, par un des nôtres. On parlera de l'importance du syndicat, la discipline syndicale, les affiliations du syndicat, du SNEPSI, tant au plan national qu'au plan international. Nous allons voir également les rôles et les missions des secrétaires régionaux et des coordinateurs régionaux. Parce que c'est important, il faut qu'ils connaissent les responsabilités pour bien assumer leurs missions de secrétaires régionaux. Et cette initiative est saluée par la ministre de l'Éducation nationale, représentée pour l'occasion par le directeur des écoles, lycées et collèges, qui place un espoir certain en ces programmes de formation à quelques mois des évaluations du PASEC. La formation du jour est importante au point où l'évaluation PASEC est prévue pour le 25 avril. Et il est bon de faire en sorte que les secrétaires nationaux, les secrétaires régionaux puissent avoir une formation. Et cette formation aura une incidence. Avec 25 bureaux régionaux et plus de 184 sections locales, le secrétariat national des enseignants du premier public de Côte d'Ivoire, SNEPSI, est l'un des plus anciens syndicats ivoiriens. Il s'est récemment doté d'une école de formation dénommée IFS, dont l'un des objectifs est de redynamiser l'organisation en termes de membres. Restons en éducation avec cet élément de Diane Kablankan qui nous parle de l'investissement de la Banque mondiale. Elle a investi dans l'avenir de l'éducation en Côte d'Ivoire en finançant la distribution de plus de 8,5 millions de manuels scolaires pour les classes préparatoires. De 2020 à 2023, des livres de mathématiques et de lecture ainsi que des guides maîtres ont été distribués aux enseignants et élèves à travers le pays. Ce projet, qui cible particulièrement les zones rurales, vise à améliorer la qualité de l'enseignement et renforcer les compétences des enseignants. Les détails avec Diane Kablankan et Doubia Ayouba. L'appui à la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale, via le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, PAGDS, a financé la production et la distribution gratuite de manuels scolaires, de mathématiques et de lecture pour les classes préparatoires, ainsi que des guides maîtres. De 2020 à 2023, plus de 8,5 millions de livres ont été distribués aux élèves de CP1, CP2, CE1, CE2 et à leurs enseignants sur l'ensemble du territoire national. Cette initiative vise à améliorer la qualité de l'enseignement et à garantir l'équité dans l'accès aux ressources pédagogiques, particulièrement dans les zones rurales et défavorisées. Le contexte, comme je le disais, nous nous associons, nous accompagnons le gouvernement dans ses programmes les plus importants pour assurer non seulement une livraison des prestations de qualité, mais dans les délais. Et nous nous associons aussi au programme social du gouvernement. Et comme vous le savez, l'éducation représente un élément important auquel tiennent les autorités. Donc le PAGDS a été requis pour pouvoir rattraper plusieurs années de retard où le gouvernement n'arrivait plus à produire les manuels scolaires. Et donc nous avons depuis 3 ans été requis pour produire les manuels scolaires, des guides maîtres pour mettre à la disposition de l'éducation nationale et pour les distribuer sur toute l'étendue du territoire. Et c'est ce que nous avons fait jusque-là, comme je le disais, il y a plus de 8 500 000 ouvrages qui ont été distribués de lecture et des mathématiques du CP1 au CE2. À travers cette action, la Banque mondiale réaffirme son engagement en faveur de l'amélioration des conditions d'apprentissage en Côte d'Ivoire, visant à combler les inégalités et à offrir à chaque enfant une chance égale de réussite, quel que soit son milieu d'origine. Vous suivez Business 24, vous êtes sur la grande édition de l'information. L'actualité régionale à présent. À Adiaké, l'excellence scolaire est célébrée de manière exceptionnelle. Les meilleurs élèves du lycée moderne Conan Camille ont été récompensés par leurs aînés. Une initiative de l'amicale Yebouka Yeon qui rassemble d'anciens élèves désireux de soutenir la nouvelle génération. Retour sur cette cérémonie de distinction qui renforce les liens entre générations et valorise l'excellence éducative avec notre correspondant.
Dans la cour du lycée moderne Konakami d'Adiaké, des élèves reçoivent des récompenses. Des kits scolaires et des ordinateurs leur sont remis. Ce sont les meilleurs élèves de l'établissement. Ils se sont positivement distingués au cours de l'année scolaire 2023-2024. Ça va nous motiver à travailler davantage dans l'établissement pour rendre fiers notre proviseur et l'association Yeboka Yeon ainsi que notre parrain. À l'origine de cette célébration de l'excellence, l'amicale Yeboka Yeon entre dans nous en langue Agni. L'amicale regroupe des anciens élèves du lycée moderne Konakami. Ils ont également offert des tables et des chaises pour professeurs et un site internet à l'établissement. Notre objectif est d'encourager les élèves à avoir des aptitudes de leadership, orienter les élèves vers des choix éclairés pour leurs études supérieures, encourager les parents et partenaires à s'impliquer activement dans le développement éducatif des enfants. L'action est soutenue par le député maire de la commune Yensi Yakuba, représenté à la cérémonie, et par Karim Ouattara, parrain de la cérémonie, mais également par l'administration de l'établissement qui voit en cette initiative l'expression d'une reconnaissance à pérenniser. C'est un proviseur très ému et très heureux de recevoir ce matin l'amicale des anciens élèves de notre établissement venus récompenser nos meilleurs élèves de l'année dernière afin de leur permettre de commencer la rentrée scolaire sur de bons auspices et franchement je suis soulagé. Yeboka Yeon compte initier plusieurs autres actions en faveur du lycée moderne Konakami d'Adiaké. L'actualité à Tanda, c'est devenu une tradition pour l'ONG Fait Fondation Espoir Enfants de Tanda de faire des dons de kits et de prise en charge scolaire pour aider les enfants et les familles à revenus économiquement faibles. Cette année encore, l'ONG fait récidive avec ses bonnes vieilles habitudes pour plus de 500 enfants de la commune de Tanda. Cette remise n'a pas échappé à notre correspondant dans le Gontougou, Anissé Kouadio. Depuis 10 ans maintenant, c'est une tradition pour la Fondation Espoir Enfants, l'ONG Fait de Tanda, de procéder à sa distribution annuelle de kits scolaires pour les enfants issus des classes du préscolaire, du primaire et même universitaire, donc composés de kits scolaires, de prise en charge et également d'accompagnement financier. Pour Djenebou Babolo Wade et son équipe, c'est un geste pour accompagner l'éducation. Notre objectif, c'est de faire de telle sorte que tous les enfants partent à l'école. Demain, ça serait nos ministres, nos gendarmes, ça va nous faire plaisir. Et chaque fois qu'on apporte un sourire à un enfant, notre cœur est en joie. Pour la distribution de ce jour, à la salle des fêtes de la mairie de Tanda, ils sont plus de 500 enfants venus de toutes les contrées de la commune qui ont été accompagnés par l'ONG Fait. En le faisant, stimuler ces enfants issus de quartiers précaires et de familles défavorisées à donner le meilleur d'eux-mêmes, d'accompagner leurs parents dans l'éducation de leurs enfants. Ça serait notre fierté de voir toujours, on nous appelle, ah tel enfant est premier de sa classe, il est major de sa classe. Et chaque année, je sais qu'on aura plus de dons avec tout ce qu'on fait aujourd'hui. Avec ces dons, l'ONG Fait a rallumé davantage cette flamme du sourire radieux dans le cœur des parents et a rendu le visage illuminé des tout-petits. Sincèrement, merci à cette ONG qui chaque année apporte de la joie dans le cœur de nos enfants. Au travers de leurs actions, nous voulons vraiment leur dire merci. Ce geste, en tout cas, c'est une grande aide envers mes parents qui n'ont pas suffisamment de moyens. Je suis orphelin de paix. Cette initiative qui dure depuis maintenant 10 ans de l'ONG Fait est suivie de près par les autorités préfectorales qui voient en cette initiative un prolongement de l'action gouvernementale qui s'inscrit dans le social. Vous venez là de poser un grand geste, une grande action qui soutient d'ailleurs les actions gouvernementales. Vous venez là de contribuer à l'accès à l'éducation des enfants. C'est au total plus de 3 millions de francs CFA qui ont été investis par l'ONG Fait, Fondation Espoir Enfants de Tanda et leurs différents partenaires afin d'être à la rescousse de ces familles démunies et de ces enfants de familles à revenus modestes avec pour seul objectif de contribuer au rayonnement de Tanda de demain à travers la formation et l'éducation de ces enfants qui vont en assurer la relève. Pendant ce temps, à Soubré, la direction de zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves a organisé un atelier bilan du plan d'affaires 2014-2020. L'objectif de cet atelier bilan était d'échanger avec les partenaires sur l'évaluation
du plan d'affaires. Il était également question d'évaluer les principaux outils de protection du parc national de Taï et garantir leur efficacité. Abel Kwao, Mon Désir Nascimento. L'atelier bilan du plan d'affaires 2014-2020 du parc national de Taï a mobilisé plusieurs acteurs clés de l'écosystème forestier autour des enjeux de ce secteur. Ces travaux ont été meublés par la présentation des conclusions préliminaires de l'évaluation du plan d'affaires 2014-2020 suivi de discussions, amendements et recommandations. L'autre temps fort à cette rencontre était la réalisation de travaux de groupe par les participants, l'actualisation du contexte de mise en œuvre du prochain plan d'affaires, entre autres. Les résultats des travaux de groupe ont été restitués et discutés en plénière. Le plan d'affaires a atteint l'objectif visé, selon le docteur Ariane Amin. Ok, donc l'atelier a porté sur ce qu'on appelle le plan d'affaires du parc national de Taï, qui est un outil de gestion qu'un parc de l'envergure du parc national de Taï, qui est réserve de biosphère, patrimoine mondial de l'UNESCO, se doit d'avoir dans sa panoplie d'outils de gestion que ce parc-là utilise, on va dire, dans la mise en œuvre de ses activités, qui a couvert la période 2014-2020. Donc, on a présenté le bilan de ce plan d'affaires et il s'agissait de recueillir les différentes observations et recommandations dans le but d'élaborer le prochain plan d'affaires qui va couvrir la période 2025-2031. Au nom du directeur général de l'OIPR, Evra Kwaku a félicité et encouragé l'ensemble des acteurs impliqués pour les travaux réalisés. L'OIPR s'est doté d'un nouveau plan d'aménagement et de gestion et un des outils clés pour la mise en œuvre de ce document est le plan d'affaires. Donc l'OIPR a eu à faire au cours de cet atelier le bilan de la mise en œuvre du plan d'affaires 2014-2020 qui vient de prendre fin et jeter les bases pour l'élaboration d'un nouveau plan d'affaires qui va accompagner le nouveau plan d'aménagement et de gestion qui a été adopté. Le parc national de Taï est inscrit dans le réseau des réserves de biosphère par l'UNESCO depuis 1978 et patrimoine mondial depuis 1982 pour son intérêt écologique. Ambero Consulting GmbH exécute pour le compte du GIZ cette mission pour l'évaluation bilan du plan d'affaires 2014-2020 du parc national de Taï et l'élaboration du plan d'affaires 2023-2032 dans le cadre du projet gouvernance et gestion durable des ressources naturelles dans les régions de la Comoé et de Taï en Côte d'Ivoire. En image avant de refermer cette édition, Algérie, en soutenant activement la Banque des BRICS, l'Algérie espère non seulement diversifier ses partenariats financiers, mais aussi accéder à des ressources de financement alternatives. Malgré le refus de sa candidature aux BRICS en août 2023, le président algérien a confirmé que l'Algérie injecterait 1,5 milliard de dollars dans le capital de la nouvelle banque de développement des BRICS qui dispose actuellement d'un capital autorisé de 100 milliards de dollars dont 50 milliards sont déjà souscrits. Cette décision intervient après une réévaluation stratégique de l'adhésion d'Algérie à ce bloc économique. Maroc, le véhicule d'investissement devrait déployer des solutions d'investissement, de financement, de garantie et d'accompagnement des petites entreprises qui peinent à trouver des financements auprès des banques classiques. Au cours de sa session du lundi 7 octobre 2024, le Conseil de la région Casablanca-Setat, assemblée délibérante de cette région marocaine, a approuvé la création d'un fonds régional d'investissement doté de 241 millions de dirhams, 24,5 millions de dollars et d'une société anonyme pour le gérer. Pour constituer ce fonds, 200 millions de dirhams proviendront du conseil régional lui-même et 41 millions de dirhams de la caisse de dépôt et de gestion du Maroc. Voilà qui referme notre session de l'actualité sur Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve aux heures habituelles de l'information. Très bonne suite de programmes sur la télé utile. Au revoir.